Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité, ce soir, 39 morts sur les routes de Polynésie l'an dernier, 24 à ce jour en 2025. La plupart des victimes sont des deux roues. Pourquoi y a-t-il tant d'accidents, tant de drames? Élément de réponse dans un instant. On parlera ensuite de prévention santé. Le budget du pays avoisine les 3 milliards de francs, mais seulement 150 millions vont aux associations. Comment l'expliquer? On posera la question au ministre de la Santé, Cédric Mercadal, avec qui on évoquera aussi l'hôpital et bien sûr la réforme de la PSG. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus en ce moment en Polynésie? Comment parvenir à exercer l'emploi de ses rêves? Toutes les réponses étaient au Forum de l'emploi organisé à Pire et aujourd'hui. Et puis les rameurs polynésiens en grande forme au championnat du monde de Va'a Marathon. 5 nouvelles médailles d'or grâce aux vétérans et aux cadets. On entendra l'émotion de Chance Tavita à la fin de ce journal. Comment expliquer qu'il y ait autant d'accidents de la route en Polynésie? Le week-end dernier, on a déploré 3 accidents graves, dont 2 mortels. Depuis le début de l'année, 24 personnes sont mortes sur les routes du pays. Est-ce dû à un manque de prévention ou bien à l'inconscience de certains conducteurs? On fait le point avec Reihe Nadjarian et Hubert Liao. Même la végétation ne l'a pas arrêté. Dimanche matin, aux alentours de 9h, un motard décède après avoir fini sa course dans la cour d'une maison. Les habitants du PK40 sont sous le choc. Pourtant, ils sont souvent témoins de comportements à risque sur ce tronçon de route. En tout cas, tous les week-ends, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça file. Donc ça ne respecte pas quand même les panneaux de vitesse alors que c'est limité à 60. Donc moi je dirais c'est rouler à 70 ou 80 à l'heure. Selon les premiers témoignages, la victime âgée de 23 ans revenait d'une fête à Papé Anana, un endroit apprécié par les amateurs de carbas. Pour la police municipale de la commune, la prévention ne suffit pas à changer les mentalités. On fait toujours de la prévention, que ce soit la gendarme ou les territoires font toujours de la prévention, mais c'est nous en fait, l'être humain, on ne prête pas attention à ça. On fait ce qu'on a envie en fait sur la route. Et voilà, on pense que la route c'est un terrain de jeu pour nous. C'est un manque de prise de conscience de chacun. C'est ça, c'est un manque de prise de conscience de chacun. La veille, toujours sur la côte est de Tahiti, mais cette fois à Mahina, un motard perd la vie en percutant une voiture. Cette ligne droite de Ahonu est réputée dangereuse à certaines heures de la journée. À cette heure-ci, quand il était 16h, 16h30, vous avez le coucher de soleil en plein dans les yeux. Donc quand vous arrivez sur une ligne droite avec un coucher de soleil dans les yeux, ça nécessite beaucoup plus de vigilance. Et c'est beaucoup plus dangereux pour celui qui tourne à gauche en venant de Leçons Papeno ou sur Mahina. En 2023, 73% des accidents mortels impliquaient des deux roues. La consommation d'alcool et l'usage de stupéfiants étaient le plus souvent en cause. Et ce soir, une veillée aura lieu en l'honneur d'Eddie Caspar, le jeune footballeur tué la semaine dernière dans un accident de la route. La veillée se tiendra au domicile familial de Papara. Depuis plusieurs années, les associations ont l'impression que la prévention santé est au point mort. Pas assez de subventions publiques, voire plus du tout pour les accompagner sur le terrain. Et pourtant, le pays y consacre près de 3 milliards de francs cette année. Les explications avec Lucille Guichet et Yves Ribé. C'est un coup de gueule qui n'était pas passé inaperçu. Dans un pays rongé par l'addiction à l'ice, la Fédération citoyenne de lutte contre la toxicomanie s'était vue refuser une subvention la semaine dernière, faute de projets chiffrés. Oui, mais voilà, la Fédération n'est pas la seule. L'association des obèses et diabétiques ne touche plus de subventions du pays depuis 3 ans. Elle fonctionne grâce au soutien de la mairie de Papeete et aux donateurs privés. Ça permettait d'aller dans les îles éloignées, d'aller même aux Marquises, d'aller donc aux Australes et faire à peu près beaucoup d'îles des Tuamotu. Et ce budget sert surtout à acheter du matériel. Et grâce aussi, je reviens donc à l'EPAP, on a pu acheter notre camion avec l'aide du Rotary aussi. En matière de prévention santé, la présidente d'Agir contre le sida regrette la fermeture de l'EPAP, établissement de prévention, en 2010. Le milieu associatif de la santé de ce pays a perdu énormément ces dernières années. Il fut un temps, une belle chose avait été faite. Il a été mis en place ce fonds qui était rémunéré par les taxes sur le sucre, les taxes sur les jeux d'argent. Au sein de ce fonds qui ensuite permettait de pouvoir financer les associations. En matière de prévention, le pays a 3 grandes luttes. L'obésité,
le cancer, les addictions et la santé mentale. Reconnue d'intérêt général, l'association SOS Suicide est aidée par le pays et la CPS depuis 20 ans. Elle vient de percevoir 7 millions de francs de subventions. Cet argent va nous servir à payer d'abord les psychologues, les prestataires, les aidants qui font du terrain. Et ensuite, lorsqu'il y a des suicides aboutis dans les îles, ça nous permet de payer nos voyages pour rencontrer les familles et mettre en place un groupe de parole pour endeuiller par suicide. Mais la prévention, ce n'est pas que des subventions aux associations. Sur un budget prévention de 3 milliards de francs cette année, 150 millions sont des aides versées aux associations. Les campagnes de communication, la lutte contre la filariose ou encore la vaccination contre le papillomavirus, gratuite, font aussi partie des programmes de prévention santé. Et on en parle avec vous, Cédric Mercadal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de la Santé en charge de la prévention et de la protection sociale généralisée. C'est donc une question de choix. Vous préférez garder la main sur la prévention plutôt que de confier de l'argent aux associations pour qu'elles fassent ce travail ? Ce n'est pas qu'une question de choix. En réalité, on met beaucoup d'argent dans la prévention dans notre pays. On paye des vaccins, on paye des campagnes de mammographie, on paye des frottis en matière de cancer. On fait beaucoup de choses de terrain qui ne se voient pas, mais qui sont financées par le pays et qui coûtent très cher aussi. Donc cette politique, elle est voulue pour pouvoir encadrer toutes ces choses, dont la campagne ICE qui vient de sortir récemment. Alors justement, en parlant de la lutte contre l'ICE, le gouvernement a appelé l'État à plus de répression. En réponse, notamment la procureure de la République a appelé le pays à plus de prévention. Ça, c'est de votre ressort. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui vont se passer d'ici la fin de l'année ? Il y a eu 250 millions qui ont été posés par notre gouvernement au sein du budget pour faire un ensemble d'actions de prévention. Une partie de cette somme ira à la Fédération contre l'ICE, mais aussi à des actions très concrètes qui sont posées dans le cadre d'un plan qui est porté par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc c'est sûr que la Fédération de lutte contre l'ICE, elle va obtenir une subvention ? Oui, je pense qu'elle l'obtiendra. Je les ai rencontrés avec le ministre et le président ce vendredi. On a eu le temps de discuter, on a eu le temps de remettre les choses à plat et ils ont très bien compris dans quelles conditions les subventions doivent être octroyées et pourquoi et quels seraient les plans sur lesquels on appuierait. Est-ce qu'il y aura des médecins formés en addictologie ? Est-ce qu'il y a des centres de désintoxication qui vont voir le jour ? Aujourd'hui, nous avons un centre d'addictologie qui existe, qui est juste en dessous de mon ministère, qui est le CPSA. Le CPSA s'occupe de toutes les addictions, notamment de l'ICE, et il travaille tous les jours à recevoir de plus en plus de personnes. À propos de l'hôpital, il était question de revoir le statut des médecins pour rendre la Polynésie plus attractive. Où ça en est ? 2 politiques doivent être menées. Au niveau d'une part de l'établissement, où on voudrait passer à un établissement public de santé qui va nous permettre beaucoup plus de souplesse dans les recrutements, beaucoup plus d'adaptabilité dans les budgets et donc recruter au bon moment et au bon endroit et aller vite. Et la deuxième chose, c'est la révision des statuts des professionnels de santé, puisqu'un statut en santé est nécessaire, un statut de fonction publique en santé est nécessaire, et donc nous travaillons avec l'ensemble des partenaires pour aller vers cela. Parce que ça se ressent notamment pour tous les malades atteints de cancer. Il y a beaucoup d'oncologues qui viennent et qui repartent. On parle de dysfonctionnement du traitement des cancers. Vous êtes d'accord avec cela ? On en est où ? On a une rareté des professionnels de santé. Habituellement, on parle de pénurie de médecins dans le monde, mais la denrée des oncologues est la plus recherchée, avec d'autres professions, mais celle-là particulièrement. On a des professionnels qui viennent, on vient de valider un certain nombre de salaires, de niveaux de salaire pour ces oncologues qui sont plus hauts que la moyenne pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Pour qu'ils restent. Pour qu'ils restent, mais il faudra d'autres mesures afin de les fidéliser. Vous avez récemment lancé un appel à candidature pour des médecins dans les îles. Est-ce que vous avez eu des réponses, des candidatures ? On a chaque mois, chaque semaine des candidatures dans les îles parce qu'on voudrait que les gens puissent s'installer, mais il faudra valoriser l'installation dans les îles qui est assez dure quand même. Et en parallèle, développer aussi la télémédecine parce qu'un dispensaire des îles paraît de plus en plus nécessaire. Alors votre actualité, c'est aussi et surtout la réforme de la PSG, première partie. L'objectif à terme, c'est d'avoir un régime unique, mais pour le moment, ce sont les conditions d'affiliation au RNS, le régime des non-salariés, qui vont changer. Désormais, les salariés devront aussi cotiser sur le revenu de patenté, s'ils ont une patente.
Autre changement, les prestations familiales. Les allocations prénatales et de maternité sont revues à la hausse. Pour ce qui est des allocations familiales, ça va dépendre du revenu des parents. Et puis pour les cantines scolaires, l'aide va être renforcée pour que tous les enfants puissent manger à la cantine. Cédric Mercadal, pour les moins fortunés, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Est-ce que les familles vont toucher plus d'argent? Aujourd'hui, quand on est à moins de 87 346 francs, on est au RSPF. Par contre, il peut arriver qu'on soit salarié et gagner moins de 87 000 francs. Et par contre, dans un cas, on est au RSPF avec 15 000 francs d'allocation, et dans l'autre, on a 12 000 francs d'allocation parce qu'on est salarié ou RNS. Demain, à moins de 100 000 francs, tout le monde aura la même somme, 15 000 francs. Donc ça, c'est pour ceux qui touchent moins de 100 000 francs. Maintenant, pour les plus hauts revenus, on parlait d'un système dégressif. Ça, c'est pas encore tout à fait arrêté ? Le système dégressif qui avait été évoqué dans le cadre du rapport du CESEC, c'était pour montrer qu'on pouvait faire un équilibre dans le cadre des décisions qu'on pouvait prendre. Rien n'est arrêté, c'est une discussion que nous devons avoir avec les partenaires sociaux et qui donnera lieu à un arrêté d'application. Mais la volonté du pays est d'avoir au moins 15 000 francs pour tous ceux qui touchent moins de 100 000 francs. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui continuent de bouger, notamment pour ce qui est de la cotisation sur les revenus des loyers et des dividendes. Le plafond était à 250 000 francs net, maintenant il est passé à 300 000 francs net. Sur ce plateau, hier soir, la secrétaire générale de Hatia Imwa a regretté ce volte-face, et notamment sur cette réforme en particulier. Vous avez beaucoup entendu les patrons sur cette réforme ? Alors j'ai écouté un petit peu tous les partenaires, on est arrivé à un point de consensus qui était à 300 000 francs net, parce qu'on a estimé que le patrimoine d'un salarié, tout le monde a le droit de constituer son petit patrimoine, et qu'il ne fallait pas taxer. C'est plutôt les gens qui ont une vraie activité patrimoniale locative, qui sont des loueurs professionnels, en fin de compte déguisés, qui doivent contribuer parce que c'est une activité. La TVA sociale rapportait 9 milliards par an. Quel est le rendement attendu de cette réforme ? Je ne mets pas les choses sur la même activité. Moi, j'ai mis la réforme de la primauté et la réforme de l'affiliation que l'on a aujourd'hui. C'est une réforme vers l'activité. Plus il y aura d'actifs, et moins on aura de problèmes de protection sociale, parce que plus il y aura de cotisants. Le problème de notre pays, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Et on l'a démontré. Sur 2 ans, on a augmenté de 3 500 le nombre d'emplois. On est passé de 73 000 à 72 000 à 75 000 aujourd'hui. Et on a créé plus de 900 personnes au RNS en plus. Ce qui veut dire que le régime va mieux. Un exemple, c'est qu'avec on avait un excédent de 1,5 milliard avec la TVA sociale en protection sociale généralisée. Et cette année, sans la protection sociale généralisée, sans la taxe, la fameuse taxe, on est à 2,5 milliards d'excédents qui sont affectés à la retraite. Donc là, on a parlé du premier volet de cette réforme de la PSG. Il y en a 2 autres qui doivent suivre. Vous venez de prononcer le mot retraite. Il y a aussi une réforme de la retraite qui doit arriver. On en parle. Qu'est-ce qui nous attend ? 3 réformes majeures. D'une part, l'optome 1, c'est celui que l'on veut faire, mettre les personnes dans les bonnes cases, dans les bons régimes. La deuxième, ça va mettre les prestations dans les bons régimes avec les recettes qui doivent être fléchées. La troisième, ça sera le régime unique. Pour la retraite, on parle des années de cotisation qui vont certainement être prolongées de 2 ans. Sur la retraite, il y a beaucoup de discussions qui doivent être menées, parce que c'est pas un long fleuve tranquille que de faire une réforme des retraites, mais ça doit être partagé. Je sais que Pierre Fréboux, le directeur de la CPS, va négocier, discuter avec les partenaires. Ça doit être quelque chose de consensus, parce que la retraite, ça nous touche tous, et on paye tous pour nos parents, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on veut vraiment que ce soit une vraie concertation globale et une vraie avancée commune sur les retraites. Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. Et on prend la direction de Punaouia, où ça y est, le projet de marché municipal prend forme. Il était attendu depuis des années. Minos, vous le voyez, l'un des ambassadeurs de Punaouia a déclamé un orero d'accueil. Puis la première pierre a été posée en présence du maire et des élus de la commune. Ce marché sera installé juste à côté de la mairie. Le coût des travaux est de 55 millions de francs, financés sur fonds propres. On écoute Simplicio Lisson au micro de Teupo Fatupua Ave et Sandroli. Le comité de sélection a pu sélectionner donc à peu près 42. 42, il y a encore un petit peu de place pour tout le monde puisqu'il y a 50 stands. Et donc les personnes ont été invitées aujourd'hui pour participer à cette pose de première pierre donc, de notre marché de Punaouia. Pour l'instant, ce n'est qu'un marché dominical.
Tout à fait, dans nos recherches aussi, dans nos approches, tout le monde est d'accord pour lancer d'abord, bien sûr, un marché dominical, le temps d'habituer un peu tout le monde, de bien rôder et de manière après à développer donc l'activité tout au long de la semaine. Le maire de Punaouia, filmé par Hubert Liao. Il n'est pas toujours facile de savoir où chercher du travail ni comment se présenter, rédiger son CV. C'est pour ça qu'un forum des métiers a été organisé aujourd'hui dans les jardins de la mairie de Pire et le rendez-vous a eu beaucoup de succès. Juan Potourou, Jérôme Lee. Devenir capitaine dans la marine marchande, c'est l'objectif de Rahiti, un secteur d'activité tout trouvé après 1 an en licence de mathématiques. Pour avoir de la motivation, pour être dans ce domaine, c'est pas facile. Ça prend du temps, mais quand on est motivé, quand on sait ce qu'on veut faire, on va jusqu'au bout. Nos capitaines aujourd'hui, ils ont mis à peu près 10 ans avant d'atteindre les 3000 UMS. Pareil que pour les mécanos. Maintenant, il y a une possibilité pour nos jeunes, après le 200, de partir en France, de pouvoir accumuler leur formation et de revenir chez nous pour valider leur brevet. De son côté, Herihia met tout son cœur à écrire sa lettre de motivation avant ses entretiens. Un diplôme de secrétaire en poche, elle voudrait occuper un poste dans l'administration de la commune. Le moment, le secteur de la commune, ce qui m'intéresse, parce qu'on offre un emploi qui est bien à mon diplôme, mais je ne sais pas encore visiter le reste. La plupart des boulots que j'ai trouvés, c'est serveuse, vente ou assistante à la maternelle. Pour optimiser les CV et les lettres de motivation des demandeurs d'emploi, un atelier a été mis en place pour l'occasion avec l'association FAS, un organisme qui aide les jeunes à l'insertion professionnelle. Beaucoup n'ont pas de CV et ils n'ont pas aussi mis à jour leur CV. Donc on les aide. On était parti pour monter aussi leur lettre de les aider à monter leur lettre de motivation. Mais depuis ce matin, on n'arrivait pas à faire les lettres de motivation, donc les CV étaient prioritaires. Au CEFI aussi, les demandes sont nombreuses, les candidatures proposées sont variées et de qualité. Sur plus de 15 dossiers examinés, l'ensemble satisfait aux conditions du marché de l'emploi. À la plupart, je leur ai dit, mais en fait, tu as déjà tout ce qu'il te faut. On a regardé des offres d'emploi, on a parcouru. Et l'idée, c'était vraiment de leur montrer qu'en fait, il y a du job, qu'ils ont en fait, déjà des compétences qu'ils n'arrivent pas forcément à valoriser. En termes de fréquentation, ce forum a dépassé les objectifs visés. En une matinée, plus de 400 personnes ont été enregistrées pour cette première édition à Piraire. Le compte à rebours est lancé. Les Jeux du Pacifique débuteront le 24 juillet 2027. À cette date, il faudra donc que tout soit prêt pour accueillir les 4500 athlètes de toute l'Océanie. Le président du Conseil des Jeux du Pacifique est en visite actuellement pour faire le point avec le ministre des Sports. Globalement, ça avance bien, mais il y a des réserves, notamment concernant les bassins de Tiperoui et la piste d'athlétisme attendue à Hitia. Le sport avec la superbe journée de Tahiti au championnat du monde de Va'a Marathon au Brésil. 5 médailles d'or remportées aujourd'hui, notamment grâce aux vétérans. Sacré champion du monde en catégorie plus de 60, plus de 70 et plus de 80 ans. Les cadets s'imposent aussi. Chance Tavita était particulièrement ému après sa course. Je remercie ma famille, parce que hier soir j'ai paniqué. Pourquoi? Ouais, j'avais beaucoup de stress. Hein. J'arrivais pas aussi à dormir. Et moi aussi ce matin, avec mon coach, mes parents, t'as chiffé aussi. Médaille d'or. Directeur de course, médaille d'or. Je suis fier de lui, une médaille d'or pour un jeune. C'est une médaille en plus à rajouter sur le score. Merci. Il est très ému parce que bon, il a quand même eu une course très difficile. Il n'a pas eu se faire rattraper et il a eu le mental de tenir le coup jusqu'à l'arrivée. Il me disait qu'il a douté un peu sur le retour parce que c'était fort le vent et le Brésilien il est devenu tellement beaucoup sur lui qu'il a douté un peu, mais il a lancé une attaque et ça a passé l'attaque. Il a dit non, moi j'avais confiance en lui. Ça fait combien de médailles alors aujourd'hui? Ça c'est la 10e médaille. La ligne d'arrivée, j'ai pensé à la famille d'abord, à mes enfants, mes petits-enfants, et à toute la famille Temayana de Hourin et tout Hourin, et bien tous les Yatia, voilà tout, tous les 5 archipels.
Voilà, avec ses 5 nouvelles médailles d'or, Tahiti conserve donc sa première place au classement général avec un total de 12 médailles d'or. Et c'est la fin de ce journal dans lequel on est revenu sur le week-end noir sur les routes de Polynésie. On déplore déjà 24 décès dans des accidents à ce jour en 2025. La plupart des victimes sont des 2 roues. Pour les forces de l'ordre que nous avons entendues, le problème n'est pas le manque de prévention, mais l'inconscience des conducteurs. Plus d'informations sur notre site internet avec un record tahitien battu. Le jackpot historique de près de 30 milliards de francs de l'euro-million a été remporté aujourd'hui par un Français. Jusqu'à présent, c'était une Tahitienne qui avait empoché le plus gros gain du jeu. À suivre ce soir sur La Première, le téléfilm Meurtre à Colmar, puis 2 épisodes de la série Good Girls. Retour de l'information dès 6h en radio avec Heyarit Heyata et Tawarili. Excellente soirée à tous et à demain pour un nouveau JT. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.